n'avez pas 200 000 € sur votre compte, alors sachez que c'est une très bonne nouvelle. Vous pouvez quand même reprendre une entreprise. Ma méthode est faite pour ceux qui ont peu ou pas du tout d'apport. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Sérieusement, les gars, on est bientôt en 2024 et je tombe encore sur ce genre de publicité. Le gars, il est venu en costume, chemise ouverte, bouteille de champagne, Porsche Panamera de 2010 en arrière-plan, ceinture Louis Vuitton. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Sérieux? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se disent « Oh là là, ce gars a l'air honnête, il me faut absolument sa formation pour découvrir le secret !» Bon, plus sérieusement, 2024, ça arrive très très vite. Arrêtez avec vos formations, arrêtez avec ce genre de publicité, sérieusement. Pour sa défense, je pense qu'il a soumis sa publicité en 2012 et elle vient juste d'être validée. C'est pour ça qu'on la voit aujourd'hui. Parce que j'ose espérer qu'il y a au moins une personne de son entourage qui lui aurait dit « Mais Pedro, arrête, ne fais pas ça, s'il te plaît !» Enfin bref, affaire suivante. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo et de mon associé Madeleine. Épisode très spécial aujourd'hui, faites entrer le tocard et atelier boucherie. Bonjour Fouad, bonjour Madeleine, un plaisir de t'avoir avec nous. Un plaisir assez malsain puisque on te force à lire ces putains de merde. Ça commence. Non mais alors, le je premier... suis d'accord. Tu En fait, tu sais, ce que je disais, je me disais il y a 2 jours, je vais m'accorder 30 minutes. Mon temps vaut tant, j'estime mon temps à une certaine valeur. Je me dis, je ne vais pas y passer plus de 30 minutes, c'est pas possible. Tu es au Et chômage. malheureusement, Alors, on a autre j'y ai chose à passé faire. un peu plus de temps. Mais je me suis dit que le plaisir que je retrouverais à échanger avec vous deux compenserait largement. Bon. Voilà. Et tu te souviens, en novembre, on avait enregistré sur celui de l'immobilier, tu sais, tu disais que c'était dur à lire, et je t'avais dit, oui, mais on peut en tirer une motivation. Là, on est dans le torchon, mais c'est même insultant pour les torchons. Et c'est un euphémisme, je dirais. Épisode de fête entrer le tocard. On rappelle, puisque c'est important, petit rappel littéraire, le tocard, en langue française, est le cheval qui a le moins de chances de gagner la course à l'hippodrome. Tout à fait. C'est-à-dire que miser sur le tocard est une stratégie perdante, sauf à avoir énormément de chance. C'est Le hasard. Exactement, et c'est un mot qu'on retrouve, tu as raison de préciser la définition. Moi qui suis assez à cheval sur l'utilisation exclusive du français quant à un auditoire qui est français, et tu le retrouves dans le monde alors pas de l'équitation, puisque je ne joue pas au PMU, enfin je ne joue pas au jeu de hasard. Comment s'appelle le sport où tu mises Le PMU? Oh non, le PMU c'est la société qui, je sais plus, bon... Les courses hippiques. Voilà, les courses hippiques. Donc les gens, les professionnels, quand ils refusent de miser sur le cheval parce qu'ils savent que ce dernier va perdre, est un perdant, Il est vont te dire catalogué de tocard. laisse tomber, c'est un tocard. Et moi qui suis amoureux du cinéma, j'avais regardé un film dont je ne me souviens plus du titre, et le gars avait dit une réplique qui était exceptionnelle. C'est dès le départ de la course qu'on reconnaît les véritables gagnants. Il n'y a pas besoin d'attendre la course, et encore moins la fin. C'est dès le départ de la course qu'on reconnaît les véritables gagnants. Et là, on a un très grand champion. Un très grand. Ouais, un très grand champion. Et c'est très important. Pour moi, alors, je tiens à dire que cette édition est d'utilité publique. Elle va sauver des familles, des emplois. Et je suis très sérieux. Le rachat d'entreprise, ce n'est pas un sujet de plaisanterie, de marketing. Ce n'est pas un sujet où les dérives et les dérivés monétaires qui consistent à vendre de la formation, des masterminds bidons par des gens incompétents, dangereux économiquement, pour aller mettre sur le carreau, face contre terre, des gens qui sont employés dans des entreprises, des TPE, depuis X dizaines d'années. C'est un sujet extrêmement sérieux. Comme disait Bernard Tapie, la politique c'est sérieux. Le rachat d'entreprise, de mon point de vue, c'est encore plus sérieux. Donc le sujet... Le mot paraît être insultant, il ne l'est pas. Il faut faire très attention, et on va en parler dans le détail. On parle de rachat d'entreprise. L'immobilier, c'est plus ou moins grave. Il y a un certain nombre de conneries à l'intérieur, mais c'est plutôt, ça relève du sous-dimensionnement, d'un certain nombre d'éléments qui sont complètement erronés. Mais j'ai envie de dire, c'est moins grave.
L'immobilier, pour te rejoindre, et c'est ce que je disais indirectement lors d'un mastermind, et ce que je te disais sur le financement d'entreprise, y compris dans tes masterminds quand tu m'avais demandé d'intervenir sur le sujet, il faut savoir que l'immobilier, tu as une chose magnifique contre l'incompétence qui s'appelle le HCSF et qui s'appelle la banque. Ça veut dire que l'incompétent va être automatiquement protégé par ce HCSF. Et c'est d'utilité publique. On rappelle que c'est le Haut Conseil à la stabilité financière. Qui empêche les gens d'être endettés à plus de 35%. Là, on est sur de la reprise d'entreprise avec un tocard que je pense qu'on n'arriverait même pas à le revendre à Findus à la fin de la course pour faire des lasagnes. Ressaisis-toi, Hugo. Sois professionnel, s'il te plaît. Je parlais d'une actualité qui avait eu un risque réputationnel sur la marque Findus. En fait, pour... Mais t'es censé être là pour me calmer. C'est pour ça qu'on t'a rapatrié de Paris sur Berlin. Alors, on est à Berlin pour information. Vous êtes pas cool, hein, les garçons, parce que j'ai rien fait, moi. Entre Fouad qui m'assimile que à son associé, maintenant voilà. Hugo qui ne m'associe que. Un médiateur. Je suis là pour le calmer. Et tu veux pas un massage pendant que tu y es? Je suis pas contre. Pour être sérieux, un peu de sérieux, je me suis dit, je vais commencer ce livre en ouvrant un peu mes chakras, et en partant pas d'un état d'esprit négatif. Ouvre bien les chakras. Et donc, je me suis dit, dans la première, la page de l'introduction, je vois l'objectif, en fait, ce que vous allez découvrir dans ces livres, c'est comment investir dans l'immobilier grâce à la reprise d'entreprise. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. C'est le cheminement inverse qu'on a avec Fouad. Ouais. Donc pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais stupide. Non, mais je me suis dit pourquoi pas une autre stratégie intéressante d'une temporalité différente. Alors ce n'est pas ce qu'il a fait exactement. Par contre, quand j'enchaîne toujours sur la même page, que on va pouvoir racheter une entreprise sans aucune connaissance du secteur, là, je commence à être un petit peu inquiète. Quand je vois le point suivant, que racheter une entreprise est un nouvel Eldorado, je me suis dit, alors là, il est complètement à côté de la plaque. Parce que le mot Eldorado veut dire, enfin, c'est en tout cas comme ça que je le pense, c'est que c'est un espace qui est ouvert à chacun. Chacun, en fait, a la chance de pouvoir obtenir le Graal. Or, pour moi, être un repreneur d'entreprise, ça n'est pas ouvert à tout le monde. Donc déjà, pour moi, il y a un problème à ce sujet-là. Ensuite, il précise qu'il vaut mieux être novice dans le domaine d'activité où on va racheter une entreprise. Là, je me suis dit, oulala, ça commence à glisser sérieusement. Et enfin, il finit en disant, ça s'adresse à ceux qui sont fatigués d'investir dans l'immobilier ou la bourse. Oui. Là, je me suis dit, alors, on a fini l'introduction, je me suis dit, mais là, je vais avoir un sacré mal de tête. Ça, c'est un premier point. Parce que c'est très important. C'est très important et on a oublié avec ma petite blagounette sur cette magnifique entreprise française qui est Findus, que vous êtes tous les deux, vous êtes la cible. Et Madeleine, tu es la cible de ce livre parce que tu souhaites reprendre une entreprise. C'est un livre que tu aurais pu acheter et il faut l'imaginer avec un marketing qui est fait pour te dire oui, bien évidemment, il ne va pas te dire qu'il n'y a que 1000 transactions en France et que 90% des repreneurs font pire que l'ancien gérant. Parce que il faut vendre à la masse. Exactement. Ça aurait tout à fait pu être moi. D'ailleurs, ça m'a fait revenir en fait à une réflexion qu'on avait eue avec Fouad. On a entamé donc notre collaboration il y a maintenant quelques années. Et bien que j'ai développé un état d'esprit d'entrepreneur au travers de mon activité immobilière, je me suis dit personnellement, je pense que c'est une autre affaire de reprendre une vraie entreprise. Et je me suis dit que ça valait vraiment la peine que je prenne le temps du recul et que je réinvestisse massivement dans mes compétences, d'où en fait le choix d'avoir repris en fait des études avec des créateurs d'entreprises. Et quand je vois ça, je me dis... Okay. Ça t'aurait évité 20 000 € de frais en master spécialisé si tu avais 25. 25 si tu avais pu acheter ce livre avant, ça t'aurait peut-être... Je suis désolé de ne pas t'avoir invité avant. Les 25 000 € parce que c'est une blague évidemment. Alors moi j'ai envie de commencer par ce qui est positif.
il y a quand même des éléments positifs. Ça va être court. Ça va Si être on fait très le court. chapitrage. Alors alors déjà en préambule, il y a quelques mots. J'ai l'impression que c'est des mots anglais comme payment. En français, c'est paiement. Donc j'ai quelques doutes sur le fait qu'il ait écrit le livre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est qu'un détail. Mais c'est des choses. Ouais. Il met. Ça, c'est une phrase. J'avais eu un infopreneur qui m'avait dit je n'ai pas fait exprès de mettre ta vignette sur une photo. C'était pas de toi dont je parlais. C'était mon menteur. J'ai fait mais c'est toi qui as publié la vidéo. Donc c'est toi qui es responsable. Il signe le livre, il met son nom. bien sûr. S'il est même pas capable, si tel était le cas, moi je pense que c'est lui, parce que ça lui ressemble Non, bien. je pense pas. Moi. Pour moi, Mais c'est pas le fond. Ça, c'est un point de détail, je m'en fiche. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est quand on se dit auteur et qu'on brandit son livre sur tous les réseaux sociaux. Quand on est auteur, on est auteur. Quand finalement, c'est plus comment on appelle ça en français, c'est plus un tract publicitaire qu'un livre, de mon point de vue. 3 éléments positifs que j'ai retenus. La famille, et ça, j'ai un immense respect à ce niveau-là. Pour lui, la famille, il fait ça. Alors, c'est le business au service de la famille. Il l'a pas formulé comme ça, mais Pour sa fille. voilà, ça, j'ai trouvé C'est ça. un dévouement magnifique. J'ai mis voilà, la famille. Il y a un petit peu de misérabilisme commercial. Je suis né en 83 en France. Je suis d'origine portugaise. Hein. J'ai baigné. Bon, ok. Donc dans les valeurs familiales et le partage, ok. Je dédie ces quelques lignes d'ailleurs à toutes les personnes de ma famille et mets tout de même un point d'honneur à remercier ma maman, mon papa et ma grande sœur, etc. Ça, j'ai un respect vraiment qui est inconditionnel sur ce point-là et vraiment, je salue l'auteur sur son esprit familial. C'est totalement subjectif, ça correspond coïncidence à ma chaîne de valeurs. Premier point. Deuxième point, il parle du levier bancaire. J'ai trouvé ça, c'est une évidence évidemment, mais il en parle quand même un petit peu. Ça, c'est un deuxième point positif. Troisième point positif, et ça sera le dernier malheureusement du livre. C'est un livre qui fait, je crois, 170 pages à peu près. C'est la diversification dans l'immobilier commercial à travers le rachat des locaux commerciaux, enfin des bureaux, de l'immobilier commercial de l'entreprise rachetée. Bon, il n'a pas dû en racheter beaucoup parce qu'il nous parle tout le temps de son cabinet d'expertise et puis du machin. Donc il n'a pas dû en racheter beaucoup. Je ne savais même pas ce que c'était bureau d'études, c'est ça? Ouais, c'est un bureau d'études techniques. Je ne savais pas ce que c'était. Tu peux en avoir dans le bâtiment. Par exemple, moi j'ai acheté un immeuble, il y avait des poutres. En fait, tu avais une structure en colombage, un peu comme on voit beaucoup à Troyes, en Alsace, etc. Et là, un bureau d'études a fait une étude pour savoir s'il y avait un problème structurel concernant les poutres qui tenaient un peu la façade. Donc c'est un bureau d'études classique, ça peut être industriel, enfin bref. Ces 3 points sont les seuls points positifs. La famille, le levier bancaire français, c'est ni le premier ni le dernier, c'est pas non plus une avancée informationnelle majeure, et l'immobilier commercial qui, de mon point de vue, est une des meilleures niches de l'immobilier parce que c'est la moins concurrentielle. On a le droit à des financements professionnels. Le locataire, généralement, a tout à sa charge en termes de travaux. Et la gestion locative est proche de 0, surtout quand on vise des emplacements numéro 1. Sur l'aspect positif, je n'ai relevé que ça. J'en rajouterai 2 autres. Ça va, il va finir en pur sang, ce bouquin, alors, du coup. Non, parce que... Je plaisante. En fait, un point positif, a malheureusement beaucoup une longue traîne d'effets pervers et négatifs, c'est quand il mentionne que quand il reprend ses entreprises, il est attentif à à faire monter en compétence une personne en interne pour remplacer le cédant. Ce que, en soi, je trouve tout à fait intelligent. Mais on en reparlera parce que, en réalité, c'est très pervers. Et il y a un autre aspect qui est qu'il mentionne très clairement qu'il est il n'est pas dans la recherche du gain immédiat, mais plutôt en fait dans la constitution d'un actif et sur un projet de long terme, ce qui en soi est aussi fait du sens avec le pourquoi que tu mentionnais, son pourquoi étant sa famille. Donc il y a quelques éléments extrêmement positifs. On se dit chouette, on va pouvoir avoir un autre point de vue intéressant. Alors, moi, j'irai un peu plus loin parce que, en fait, le livre va être parsemé de bons conseils, mais qui sont donnés de manière involontaire.
sans s'en rendre compte. Parce qu'en réalité, ce livre est un tunnel commercial, un tunnel de vente qui n'a que pour objet vendre une formation derrière. Vous avez d'ailleurs un QR code toutes les 4 ou 5 pages, ScanMe, trucs comme ça. Je me suis amusé à vérifier sur Amazon en tapant le titre et on voit ce genre de choses revient en disant notamment que des personnes, dès que le conseil ça devient intéressant, on s'arrête et on met un code barre. Donc c'est un outil de propagande marketing. Tout à fait. Au-delà de ça, et ça, il faut vraiment aller dans le détail, on retrouve du contenu qu'on voit ailleurs, à la limite même du plagiat. J'avais envoyé les captures, et quand je dis à la limite, je suis gentil. Mais en fait, c'est là pour vendre un produit. Et ce qui est assez marrant, c'est tout le marketing qui est mis. Et il est mis d'une manière assez... grossière. J'allais dire pittoresque, mais je préfère dire pitoyable. Ouais. Dans le sens où, en fait, il n'y a aucune cohérence. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais par exemple, on dirait qu'il y a tous les codes, tu vois, du marketing rêveur, le biais du survivant, la loi de Pareto, la semaine de 4 heures, les enfants, échanger son temps contre de l'argent, le misérabilisme. Et en fait, on dirait qu'à chaque fois, il cochait des cases et qu'il les mettait toutes ensemble. Tu sais ce que je me suis demandé, c'est si ça avait été écrit par l'IA. Non, parce Mais qu'elle de écrit façon, mieux. Elle écrit mieux. Madeleine, c'est vrai que c'est très mal écrit. N'insulte pas l'IA, parce Non, qu'en non, termes mais- de qualité d'écriture, on est largement au-dessus et on ne peut pas Non, mais je pensais à dévaloriser un l'IA. outil aussi puissant et disruptif que l'IA. Je pensais à Avec l'IA dans attention. le côté décousu. Non, parce que Parce qu'en fait, c'est en gros, il amalgame des tas d'éléments, ce qui donne ce que tu dis au début, on a l'impression que c'est une bonne idée, et en fait, ça part en vrille, en fait, Non, totalement. c'est on pas a l'IA pour une commencé- simple raison. on a commencé avec une vidéo d'un Instagrammeur qui s'amuse à... Ouais, d'un humoriste pertinent qui s'amuse à tourner les choses autour du ridicule du marketing. Par exemple, je pourrais t'en montrer un autre qui dit je recevais que 4 000 € d'intérêt sur mon livret A, pour autant j'ai acheté 800 000 €, j'ai acheté un immeuble à 800 000 €. Or, c'est capé, faudrait retrouver, je pourrais le mettre au montage. Et en fait, cette personne dit, ok, le mec, il arrive, bouteille de champagne, il est debout avec sa bouteille de champagne, ceinture Louis Vuitton, chemise ouverte, la Porsche Panamera de 2010 derrière. Et en fait, c'est le cumul de tout le marketing, mais en fait, tu vas prendre un élément à la limite, mais tu mets pas tous les éléments. Le fait de mettre tous les éléments ensemble rend la chose pitoyable. Sociologiquement, si je peux me permettre de compléter ce que tu viens de dire, je pense que c'est une conjugaison d'outils marketing. La Lambeau, malheureusement, était trop chère, mais je pense qu'il y a ça, il y a aussi un côté beauf, mauvais goût. Parce que quand tu as ta grosse ceinture avec ton logo Louis Vuitton, tu ne sais pas que c'est une faute de goût. D'où le mépris des classes supérieures, de l'élite, vis-à-vis de ce genre d'impair commis par, j'allais dire, la bétaillère, ce que j'appelle le peuple, parce que tout repreneur sérieux ne va pas venir vers toi parce que tu as mis ta ceinture on vend les mêmes à Barbès pour 20 €, parce que tu as ta bouteille de champagne et puis ta ceinture Louis Vuitton. Je trouve ça, c'est de grossièreté. En fait, peut-être que ça marche parce qu'on le retient. Oui, mais ça marche avec qui? Mais je pense pas que ça soit fait volontairement. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est que ce sont des articles de luxe qui vont satisfaire un besoin. Pour lui, en fait, je pense que c'est la classe. C'est-à-dire que habillé comme il est habillé, et là on dérive légèrement, mais on est quand même dans le marketing. Je pense qu'il est absolument persuadé qu'il a la classe et qu'il ne se rend pas compte que c'est complètement ridicule et qu'on ne peut pas attirer. Alors on parle de reprise d'entreprise. Tu vends une formation de dropshipping, je dis pourquoi pas à des gamins de 12 ans. Mais là, tu parles de rachat d'entreprise. Tu vas aller t'adresser à des gens qui ont des enfants pour reprendre des entreprises. Est-ce que tu penses qu'une personne sérieuse va venir te prendre ta formation parce que tu as mis la bouteille de champagne et ta ceinture Louis Vuitton? Je vais te dire que c'est possible, mais tu vois, je le relèverai pas sur ça, la bêtise au sein de la stratégie. C'est que
On parle reprise d'entreprise, mais en fait, on parle plus, moi j'aime bien le terme fonds de commerce, commerçariat ou kebabaria, parce que c'est une technique pour acheter des kebabs, pas pour acheter des vraies entreprises. Cette personne vend le crédit vendeur à 100%. Comment tu veux être crédible en arrivant avec ta ceinture Vuitton, la Porsche, tu vois, la totalité? C'est pas crédible. Et comment tu veux être crédible auprès des employés? Mais en fait, on comprend tout à fait cette attitude quand on tombe très vite. Moi, j'ai la version Kindle, donc la pagination n'est pas forcément la bonne, mais sur 169 pages, dès la page 25 ou 26, il y a une phrase, mais qui est catastrophique, qui va tout à fait avec le personnage que décrit en fait Instagram. Ensuite, on maquille la mariée dans un seul but, revendre la boîte beaucoup plus cher. Mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est super pertinent. Je complète rapidement avant que j'oublie. Ce que tu dis, c'est totalement pertinent. En fait, c'est là où je me pose la question de savoir s'il a écrit le livre. Parce que le terme maquillage... Non, mais attends, qu'il l'ait écrit ou pas écrit. Mais ce que je veux expliquer, c'est que lorsque quelqu'un va suivre ses conseils, pense que maquiller une entreprise, c'est de la cosmétique ou c'est de la valorisation, c'est un terme qui renvoie à une pratique frauduleuse. Non, maquillage. Et puis tu imagines l'image de l'entrepreneur qu'on donne? C'est comme maquiller un véhicule accidenté. Un entrepreneur, c'est forcément un fraudeur. Oui, et ça veut dire que tu vas la maquiller et donc tu vas tromper l'acquéreur futur parce que tu as fait un travail de cosmétique et c'est extrêmement péjoratif. Et je te dis que c'est là qu'on voit... en langage juridique, c'est une infraction, le maquillage. Non, mais c'est là qu'on voit la bêtise suprême de certains infopreneurs qui ne raisonnent pas forcément en perte acceptable et qui ne raisonnent pas au risque du contenu qu'ils produisent. Le mec qui reprend sa boîte, qui a racheté sa boîte. Il va au tribunal, monsieur, vous avez maquillé votre entreprise. Il n'a même pas besoin de prouver l'intention. Mais c'est comme le mec qui va vendre une voiture sur le bon coin en disant voiture volée. Mais c'est ce que je disais, quand tu tapes un kilométrage en automobile, c'est-à-dire que tu vas falsifier le compteur électrique. Et on a en Allemagne un patrie d'automobiles, il y a des gens qui importent des véhicules, les Allemands sont des très gros rouleurs et les autoroutes sont gratuites. Donc, et ceci dit au passage avec 10 points de PIB inférieurs à la France en termes de fiscalité. Tu vas falsifier le kilométrage, donc tu vas la maquiller. Et si elle a été accidentée, en châssis accidenté, tu vas la maquiller globalement. Tu peux faire des fortunes, mais ça c'est quelque chose qui est extrêmement négatif et il ne l'a pas compris, c'est une infraction. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, en point positif, j'ai mentionné le fait qu'une personne en interne, il va me faire monter en compétence une personne en interne pour remplacer le cédant. Ça tombe très bien mais dans la phrase, et en fait, celle que j'ai citée, ensuite on maquille, c'est juste une phrase après. Donc en fait, on comprend que ce que tu disais à l'instant, Hugo, c'est que on a l'impression qu'au début, c'est truffé de bonnes idées ou de bons principes, mais on enchaîne tout de suite derrière avec des éléments qui sont catastrophiques. Das ist ein großes Problem mit Pedro. Alors, je tiens à souligner qu'on ne cite pas le nom de l'auteur. Le livre est Reprise d'entreprise et effet de levier. La nouvelle opportunité pour investir dans l'immobilier et atteindre la liberté financière sans apport ni crédit. On aurait pu rajouter sans connaissance, sans compétence et sans tout. Repreneur d'entreprise depuis 2013. Donc, je ne sais plus ce que tu disais, Madeleine. Ah oui, faire monter en compétences. Je fais le lien avec ce que tu as dit. J'essaie de faire le lien sur ce que vous avez dit les deux. Et ça, c'est moi qui t'avais donné cette statistique qui est remarquable. 90% des repreneurs font moins bien que le cédant. Explique-moi, comment fais-tu pour faire monter en compétence un gars de l'entreprise alors que la plupart des acquéreurs font moins bien que le cédant? Et comment est-ce que tu fais pour revendre plus cher l'entreprise? Parce que c'est de l'achat-revente d'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation? Je revends plus cher, j'oublie la partie maquillage. Je revends plus cher, je fais monter un gars qui était déjà dans l'entreprise. Et qu'il dit un porte-valise. Et qu'il dit qu'il ne veut pas, il n'a pas besoin de compétences dans le secteur. Oui, mais il n'y a pas besoin de compétences tout court. On comprend, c'est en filigrane. Il n'y a pas besoin de compétences pour reprendre une entreprise. Exactement. Alors, je te donne la parole, Hugo, parce que ça complète important parfaitement. Je vais reprendre parce que c'était exactement ce que je voulais dire, mais d'une manière différente. Et je voulais demander ton avis, parce que tu as travaillé dans la ressource humaine. Oui. Comment tu peux mettre
à la tête d'une entreprise une personne sans connaître l'entreprise, sans connaître l'activité, sans avoir conduit d'audit, même si les audits sont mentionnés, et sans avoir au moins tester les gens, parce que la technique consiste à, grosso modo, faire un zoom de 30 minutes toutes les 2 semaines. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, la copie de la copie de la copie de la copie. Donc là, on est sur 3 à 4 copies de la version initiale américaine. J'entends tout le temps les mêmes discours. Il n'y a pas besoin d'être dans la boîte. Et on me dit, ouais, mais lui, non, ça va. Il est juriste de formation, en parlant d'un de ses confrères, qui, ceci dit au passage, c'est une coïncidence, a la même nationalité que lui. Oui, il est juriste, mais il tient le même discours. Ça ne tient pas. Ne m'explique pas que tu vas passer 1 heure ou une demi-heure par semaine, c'est faux. Alors, Des gens skin in the game, qui sont diplômés d'HEC, qui sont cadres supérieurs en multinationale, font à hauteur de 90% moins bien que le cédant. Explique-moi comment un tocard va faire mieux que la crème de la crème française. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je vais dire que pour moi, en matière entrepreneuriale, HEC n'est pas la crème de la crème. Premièrement. Alors, d'un point de vue perception française, si. Oui, d'un point de vue perception, mais je parle d'un point de vue terrain. Oui, mais alors, un gars d'HEC est quand même plus compétent que ce gars-là, tu es d'accord avec moi? Même mon labrador est plus compétent. Bon, ce que je veux dire sur ça, c'est qu'en fait, ça peut marcher sur quelque chose, mais on ne peut parler d'une opération dans son entièreté qu'à partir du moment où c'est revendu. Donc, il faut voir... Mais le plus grave, c'est qu'il dit que ce qui fait sa faveur, c'est de revendre l'entreprise à l'employé qu'il a développé en interne et qui gère l'entreprise. Donc en gros, il entube tout le monde sur toute la ligne. Alors, il ne va pas entuber si. parce qu'en réalité... Non, mais on verra, il y a un chiffre. N'oublie pas, il la maquille. Il la maquille. Mais après, et il prend le gestionnaire de l'entreprise pour un débile mental, comme s'il n'est pas capable de voir qu'il a en face de lui un patron qui n'y connaît rien, qui n'est même pas capable de calculer un excédent brut d'exploitation. Ah, celle-là, ça a été bon. Alors là, je peux te dire que le livre, j'ai failli tout fermer la page, le bouquin, il me dit j'arrête. Et par respect pour vous, j'ai continué. Mais il n'est même pas capable de recopier la formule de l'EBE, qui est la base de la base de la base de la base d'un entrepreneur. Je pense qu'il ne sait même pas ce que c'est fondamentalement un EBE. Alors, on va prendre des points précis. Je veux revenir rapidement sur l'employé que tu montes en compétence. Il faut savoir que on est, et je l'ai précisé dès le départ, on est dans un ouvrage qui se veut plus marketing qu'intellectuel. Sinon, ça serait inquiétant. Tu es dans une méthode marketing. Ça veut dire que la méthode marketing, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut en réalité rendre ça accessible à tout le monde. Et donc, gagner de l'argent sans s'enrichir. Un peu comme la colocation des... on ratisse large, on ratisse excessivement large pour maximiser pas la valeur, mais le nombre de couillons qui vont acheter le truc. C'est le principe du tunnel. C'est le principe du tunnel. Dans l'image de la personne, on a l'image de la personne, ah ouais, elle connaît l'entreprise depuis longtemps et tout. Mais quand bien même, et on le voit, un bon second fait rarement un très bon numéro 1. Et pire, dans les tailles de société qui va reprendre. Parce que du crédit vendeur, vous êtes en train de racheter une boîte. Si tu avais dit au mec, ouais, moi j'y connais rien à l'automobile, je veux venir bosser 1 heure par semaine et faire monter un de tes employés en compétences, et c'est toi qui payes la boîte. Hein. C'est toi qui prends tout le risque. Le mec, il va préférer te dire, je préfère la garder à ce moment-là. Ouais. La chose, sur ces boîtes-là, on est sur des petites entreprises où le gérant fait 70%. Pour compléter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, malheureusement, la médiocrité va nous pousser quand même à être exhaustif, mais il y a beaucoup de choses et on ne va pas y passer 2 heures. Mais je voudrais que Hugo aille jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu voulais dire sur cette heure? Voilà, tu vois, Fouad, prends des notes. Je t'écoute parce que je vais te dire que sinon, on va en avoir pour 3 heures. Hein, non, mais ça va aller très vite. D'être concis. Ça va aller très vite parce que c'est la base même de la stratégie. Dans une boîte comme ça, tu retires déjà le gérant qui fait 70% du travail. Tu vas faire monter un vendeur, de la société ou un responsable, tu vas le faire monter à une compétence qu'il ne maîtrise pas en prenant sur les chiffres là où il est le meilleur. Ça veut dire, par exemple, on prend une concession automobile, on prend le meilleur vendeur pour le faire monter en compétence. Donc tu prends le meilleur vendeur, celui qui rapporte le plus d'argent à la société. Tu vas le nommer directeur. Le mec,
un bon vendeur ne fait pas forcément un bon directeur. Que va-t-il se passer? Déjà, tu vas perdre de l'argent, parce que tu vas perdre les ventes du bon vendeur qui n'acceptera plus de vendre, parce qu'il considérera qu'il est directeur. Et quand tu vas dire non, mais en fait, c'est pas bon, tu vas revenir vendeur, tu penses que la personne, elle va faire quoi? Elle va s'en aller. Elle va s'en aller. Tu te seras passé, tu auras transformé un actif en passif avec cette méthode, et tu auras perdu de l'argent. Et en plus, cette méthode fera partir les autres personnes. Et en fait, ton écosystème, il est basé que sur une chance aléatoire. Et surtout, le pire, c'est que la méthode de financement, qui est le crédit vendeur, 100% crédit vendeur, qui est applicable que sur les merdes invendables, soyons sincères. Lorsque tu as une société qui a un actif et tout ça, le mec, il le refuse le crédit. D'ailleurs, il l'explique lui-même. Hein. Il dit pourquoi le crédit vendeur passe? Parce que le cédant n'arrive pas à vendre. Bah, dans ces cas-là, je ne vois pas l'intérêt de prendre l'entreprise. Eh ben, C'est qu'elle doit pas être bonne. Je préfère la racheter 10 000 €. Mais c'est surtout qu'elle ne mérite même pas qu'on se penche dessus. Oui, toute société n'est pas bonne à reprendre. Mais non. Et quand on te dit Bien il y a 40 000 sociétés... et tout Non, alors ça, c'est plus que ça. Alors là, pour reprendre des éléments concrets du livre. Donc déjà, on t'explique qu'il y a 30 000 sociétés qui ferment faute, alors non pas en raison d'une faillite, mais faute de repreneurs. Ensuite, on te dit qu'il y a 800 000 entreprises qui seront accédées dans les 10 ans, donc 80 000 par an. Moi, j'ai des statistiques extrêmement sûres où on t'explique que 1000 entreprises sont cédées par an, des entreprises qui font entre 1 et 50 millions d'euros de CA, et ne soyez pas impressionnés par l'unité de compte. 1 million d'euros en CA. Alors, contrairement à lui qui confond 1 euro de CA et 1 euro de patrimoine, et on en reparlera, 1 million d'euros de CA, c'est pas énorme. Donc, dites-vous que 1000 sessions par an, et en concurrence, qu'on aime ou pas les grandes écoles, vous êtes en concurrence frontale avec des gens finançables. Donc, vous êtes en concurrence avec des gens quasiment programmés et chouchoutés par le système, et sur les 1000 boîtes, vous en avez déjà 350 qui sont vendus en Île-de-France. Donc, le chiffre de 80 000 par an, c'est un chiffre qui est faux. Alors oui, si ton objectif, c'est d'acheter un kebab, et une fois de plus, on n'a rien contre ça, ce n'est pas une entreprise. C'est un fonds de commerce. Voilà, et ne va pas payer un mastermind à 12 500 € si ton objectif, c'est de racheter un kebab. Il n'y a pas besoin de ça. Prends une franchise. On va leur faire un peu de publicité, Berliner, prends la franchise, mets ça en droit d'entrée, ils vont te former, c'est des gens sérieux et ça fonctionnera. Mais tout ça pour dire que on est dans le biais du survivant, on est dans je ratisse très large et du coup, il y a quand même un écart énorme entre 80 000 par an et 1000. On est sur une correction de 80. Il parle lui, il parle des sociétés à vendre qui ne trouvent pas repreneur et toi, tu parles des sociétés qui retrouvent preneur. Non, mais je parle des deux. Je parle de. Alors, là, vous me dites si je me trompe. C'est du maquillage. Non, mais vous me dites si je me trompe. Il faut additionner, c'est plus que 80 000. C'est 30 000 qui ferment faute de repreneurs. Et celles-ci, elles ont fermé. Mais en plus, il y a 800 000 entreprises qui sont rassédées sur les 10 ans, donc 80 000. Donc ça fait quand même 80 plus 30, mais je suis parti que sur la base de 80. Donc ça fait combien? Ça fait 110 000 entreprises. Et moi, je te dis en face, Fouad, le réaliste, le fils spirituel d'Honoré de Balzac, te dit que c'est 1000. Il y a quand même un écart qui est abyssal. Cite que les personnes... La source. Je ne sais plus, c'est un... Voilà, tu veux que je te la donne? Oui, bah oui. Bah, c'est l'analyse annuelle du CRA, qui est l'association qui fait référence en la matière de cession et de reprise d'actifs. Donc c'est ça. Donc ils ont un rapport annuel depuis plus de 25 ans qui analyse en fait les données extrêmement concrètes qui viennent aussi en fait du gouvernement. Et ça a été publié dans des oui, c'est publié tous les ans dans les magazines. Donc là, on est sur un mensonge absolument énorme. Faire croire aux gens qu'on a 110 000 entreprises qui n'attendent. Alors il y en a un qui avait dit, je ne sais plus c'est lequel. Ça n'a pas d'importance. Non, mais oui, ça n'a pas d'importance, mais la CCI en a plein les bras. Mais c'est Vivi. Voilà, ça a une importance. On voit que c'est un caractère obsessionnel chez toi vis-à-vis de cet individu. Mais il a foutu le commentaire. Il a foutu ça juste après. Après avoir fait la pleurnicheuse. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on parle encore d'une énième copie. Donc, on passe de 1000 entreprises à 110 000. C'est quand même un mensonge qui est absolument énorme. Tu as le confrère, le concurrent, la copie qui te dit que les CCI en ont plein le bras. C'est pas un mensonge, c'est un mensonge par omission.
Voilà, Ah bah non, c'est pas ça. pareil. Mais si, Il je- ne mentionne, pas les sessions. Alors, c'est par omission et faute, puisqu'il ne Non, men- il- c'est une stratégie délibérée de Bien te sûr. faire croire que tu vas reprendre facilement Mais une parce qu'il ne entreprise mentionne que- pas les 1100 qui sont repris chaque année. Donc, il te donne l'impression que le champ d'action est énorme. est énorme et que du coup, ça tient la route avec c'est fait pour tout le monde. Et après, Tout à fait, c'est- tout à fait. C'est sur des sociétés qui sont en dessous de 1 million d'euros de chiffre Donc, d'affaires. Donc, très rapidement, je termine mon raisonnement. Donc, déjà, il y a ça qui pose problème. Et merci Madeleine pour l'apport de précision. Alors, il te dit, cette stratégie n'est pas pour qui? Une méthode que vous devez développer en 3 ou 4 ans pour gagner de l'argent. Donc là, on est sur un horizon temporel qui est jugé excessif, 3 ou 4 ans. Tu prends les maîtres à penser, Naval, tu prends MJ Desmarco, le minimum, c'est 10 ans. Donc lui, il te dit que 3 ou 4 ans, c'est beaucoup trop. Donc ça, c'est pas pour les gens qui trouvent que... Bah, il vaut mieux parce que si tu maquilles l'entreprise et que tu veux la revendre avec une plus-value, tu as intérêt à faire vite. Hein. Exactement. Mais ça, c'est parce qu'il ne sait pas parler. Maquiller, pour lui, c'est améliorer. Attends, une méthode qui vous rend prisonnier de votre business. Donc, on va avec l'idée d'une demi-heure par semaine dans l'entreprise, c'est suffisant. Une méthode qui vous oblige à placer toutes vos économies, donc le sans-apport. Et enfin, donc, il s'adresse à ceux qui souhaitent devenir chef d'entreprise. Mais il n'y a pas une contradiction. Chef d'entreprise, c'est un des métiers les plus complexes. Ça demande des connaissances transversales qui sont absolument énormes. Donc, c'est complètement contradictoire avec ce qui a été dit précisément. Donc, ça, c'est une contradiction qui est de taille. Et la contradiction ne se termine pas là. Et donc, il dit que ça s'adresse également à ceux qui souhaitent reprendre une entreprise, même débutants. Alors, explique-moi comment un débutant peut devenir un chef d'entreprise confirmé. Et je termine mon... Voilà, alors, par l'apprentissage, quel est l'espace-temps Ça tombe bien, il a une au niveau de la formation reprise? Non, quel est l'espace-temps en termes d'expérience au niveau de la reprise? Tu reprends une boîte, il y a quelques salariés. Quel temps l'entreprise te laisse pour gagner en expérience? Et on en parlait à midi. Tu n'as pas le temps. J'ai vraiment envie qu'on insiste sur ça parce que les personnes, en matière de reprise d'entreprise, ils te disent tu rachètes quelque chose qui est déjà opérationnel, le plus dur a été fait et tout ça. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus difficile, notamment pour des gens qui sont débutants. Parce que tu arrives dans un écosystème qui n'est pas le tien, que tu n'as pas développé, avec des logiciels que tu ne maîtrises pas. Tu vois, on t'en parlait sur quel type de logiciel. Toute société a un logiciel différent. Et ce ne sont pas des entrepreneurs. La plupart des gens qui sont ciblés. Ah mais non, le truc, on te lance, tu dois être encore plus opérationnel. Par exemple, moi je me sens opérationnel sur le fait de monter un business et tout ça. J'ai pratiqué ça, mais avec des moyens. Un gros backup par derrière qui fournissait l'opérationnel. Donc, j'étais pas tout seul. Je me sentirais pas capable d'y aller comme ça en disant yalla, quoi. Je dirais encore plus que c'est pas la partie process la plus complexe. Parce que un process, c'est factuel. Ça se mesure, ça se décrit. C'est le côté humain, on en revient au côté humain. Les entreprises, en fait, ces entreprises-là, donc disons que jusqu'à 5 millions, même jusqu'à 10, même jusqu'à 20. Ah, là, t'es ambitieuse. Là, Non, tu vas voir tout de suite pourquoi. Même jusqu'à 20 millions, la taille de l'entreprise fait que ce qui est fondamental, c'est le patron. Donc il y a un charisme et il y a une marque de fabrique qui est très forte. Il y a une emprise du dirigeant qui est très forte sur son équipe. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire que quand tu reprends une entreprise, c'est une autre personnalité qui arrive. Nous, en l'occurrence, ça va être un duo qui remplace un couple. Donc, on n'est pas un couple, mais on est juste une équipe d'associés. Et on a des personnalités, un background complètement différent. Et il va falloir emmener ces gens dans une vision qui n'est pas celle dans laquelle ils baignent aujourd'hui. Et c'est là où est le challenge. Et une fois, donc la bascule, en fait, elle est critique dans les premières semaines, même dans les premiers jours. Probablement dans le premier discours, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faudra... on n'en a pas parlé encore beaucoup, mais c'est quelque chose qu'il faudra qu'on travaille ensemble. Bien sûr, on va Je pas crois improviser. Il y a vraiment... Il va falloir les mettre dans notre poche très, très vite. Montrer, les rassurer. Ouais. Parce que pas seulement. Je dirais que oui, les rassurer, mais pas seulement. Les écouter d'abord, je pense. Non, ça serait important. Oui, mais eux aussi, ils seront à l'écoute. Ils voudront savoir où ils vont. Bien oui, sûr. il va falloir les écouter, mais aussi, c'est où est-ce qu'on les emmène. Bien sûr. Et ça, sur un petit bateau, parce que des équipes, en fait, jusqu'à 20 millions, en gros, c'est des petites équipes, c'est extrêmement important de comprendre où on va.
Aujourd'hui, en fait, ils fonctionnent d'une certaine manière et On perd tout ils le temps peuvent une ne partie, plus hein. du tout adhérer dans n'importe quelle entreprise. Ils peuvent ne plus du tout adhérer à la vision de l'entrepreneur. Et ils se disent, bon, ben, je m'en vais. Et alors là, ton entreprise, elle est déjà en très mauvaise position, ce dont on a parlé il y a quelques minutes. Et alors, c'est pas pour nous jeter des fleurs, parce qu'on part avec un état d'esprit. C'est pas ton genre. Non, honnêtement, moi, l'humilité, c'est quand même un sentiment qui me domine en permanence. Nous, on s'est formés, premièrement. Moi, je suis entrepreneur. Tu as fait combien d'heures de formation sur les 3 semaines, vous l'avez fait 120 heures, 8 heures par jour. 8 heures par jour. Je vais faire un calcul. On a fait certains modules d'ingénierie financière. Et- On a fait en 2 heures des modules qui sont détaillés en 24 heures dans mon master spécialisé. Ouais. Donc je peux te dire que la densité, il fallait vraiment ingurgiter. Hein. Je termine mon raisonnement. On s'est formé. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans. On estime qu'on est on est suffisamment calibré pour pouvoir développer l'entreprise. Mais malgré ça, on y va avec. Eh ben voilà, malgré ça, on y va avec les statistiques de 90% des repreneurs font moins bien que le cédant. On y va avec de l'humilité. On y va avec quelques fragments de peur également, qui est un sentiment tout à fait normal, puisqu'il y a le changement de région, revenir pour moi. Là, il y a un truc qui me fait rire. Ne pas connaître le business serait une. Alors, oui et non, on va dire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai fait 10 ans d'automobile. Mais de toute façon, la banque Alors et déjà, le cédant, déjà, la banque, ça la, si déjà, le il m'a cédant- jaugé sur ce point-là, le cédant. si le cédant accepte de parler à quelqu'un qui ne connaît rien au secteur, c'est déjà incroyable. Et surtout, Mais alors, la l'automobile, c'est banque- très pointu. La banque derrière, elle va nous dire no way, Alors- c'est même pas la peine alors- d'ouvrir le dossier. J'y avais pas pensé, mais c'est marrant. L'exemple qui est pris, alors il y a un exemple qui est à mourir de rire, qui est pris dans le secteur de l'automobile. Mais ça, on va en reparler. C'est tellement succulent que je laisse pour tout à l'heure. Je laisse les meilleurs morceaux pour tout à l'heure. Tu veux pas donner un petit indice Et là, même si je ne les aime pas saignants, je laisse les meilleurs morceaux tout à l'heure, mais sur mon raisonnement. Donc je disais que nous, on n'y va pas la fleur au fusil, on y va avec de l'humilité, on y va en mesurant le challenge, et je dis bien le challenge parce que c'est un mot français, on y va avec une posture où on a en mémoire en permanence les statistiques d'échecs. Donc ça, c'est important. Et on y va, contrairement à la promotion du sans tout, sans rien, avec 3 millions d'euros de dette et 1 million d'euros d'apport. Donc ça, c'est important de comprendre qui parle de ce livre. Donc il y a quand même une forme de légitimité. Moi, je reviens sur 2 points très rapidement. À qui s'adresse ce livre, donc à ceux qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat. Est-ce qu'un entrepreneur cherche à augmenter son pouvoir d'achat ou s'inscrit dans un processus de capitalisation financière, d'accumulation du capital? C'est les gilets jaunes, la cible, c'est augmenter ton pouvoir d'achat. C'est une blague. On s'adresse à des particuliers, à des amateurs. On cherche à augmenter son capital et pas son pouvoir d'achat. Ça, c'est un premier point. J'aime les questions précises. Attends, je peux terminer, Hugo? Est-ce que tu rachètes une entreprise pour augmenter ton pouvoir d'achat? Les questions comme ça, Hugo, il faut me les prévoir à l'avance pour que je puisse me retenir de ne pas éclater de Alors, rire. je termine, s'il vous plaît. Non, mais c'est complètement ridicule. Le pouvoir d'achat, c'est un terme de prolétaire. Et je suis désolé, il n'y a rien de dévalorisant dans ce que je dis. J'en viens du prolétariat et même du sous-prolétariat. Et je vous invite à regarder la définition sociologique du sous-prolétariat. Ceux qui sont fatigués d'investir dans l'immobilier. Alors ça, c'est quelque chose qui me fout la haine parce que là, on est dans l'opposition des classes d'actifs. Et ça, je ne le supporte pas. Et là, on a une contradiction encore majeure. Donc, tu veux racheter de l'immobilier commercial, mais en même temps, tu expliques que tu es rentier de l'immobilier. Et en même temps, ceux qui sont fatigués de l'immobilier. Les gens qui sont fatigués de l'immobilier, c'est les gens qui ont suivi cette stratégie. Des stratégies bidons de colocation, de LCD, etc. Donc déjà, on est qu'à la page 11. Et tu as déjà une somme de contradictions absolument structurelles et énorme. On va avancer un peu plus vite. Par contre, moi, merci pour... Ce livre m'a permis d'utiliser quelque chose que je n'avais rarement utilisé sur les livres qu'on lit sur le podcast, c'est le feutre rouge. Et je l'ai utilisé beaucoup. J'aimerais qu'on parle de l'exemple. Fouad. Cette comparaison à la limite insultante d'un des plus grands capitaines d'industrie. Un tueur à gages. Au monde.
Capitaine d'industrie au monde. Vénéré par les Japonais avant que, pour des questions de politique, où il a terminé en dommage collatéral. Un gars vénéré par des gens qui étaient, il n'y a pas si longtemps que ça, la 3e puissance économique mondiale. J'aimerais que tu lises précisément ce qui est dit, parce que je ne veux pas me tromper d'un mot tellement c'est... Ben, c'est quelle page, l'analyse? Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs qui est souligné, c'est que moi, tu le repères pas. Le quoi. livre est tout rouge, en fait. Alors... Même si on avait mis des post-it, il y aurait des post-it à toutes les Dis-moi pages. quel mot je cherche, parce que comme je suis sur le Kindle... je devrais Carlos le trouver. Ghosn. Ah, ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé? Page 32. Ah. Pour moi, en tout cas. Page 32 pour toi? Pour moi. Ça Sur ça doit être la bonne. Hein. Ah non, parce que moi, je suis tombé sur la page 52 où il parle Alors, de c'est Bernard dans- Tapie et de c'est Bernard dans- Arnault. C'est dans la fausse croyance numéro 2. Il faut être du métier pour reprendre une entreprise. Donc, page combien? Page 31. La croyance numéro 2. Regarde, tu l'as là. Vas-y, regarde. Je t'en prie, tu peux lire, hein, sinon. hein. Alors, prenons l'exemple de Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan Renault. Pensez-vous un seul instant qu'il sache réparer une voiture ou assembler les éléments d'une carrosserie? Point d'interrogation. Encore plus fort. Sait-il changer la roue de sa voiture en cas de crevaison? Je doute qu'il sache faire l'un ou l'autre. C'est justement ce qui fait sa force. Son rôle est uniquement d'orchestrer les affaires, de diriger la vision et les chiffres d'une société. Alors, moi, ce que ça Est-ce m'a... qu'on peut rappeler qui est Carlos Ghosn et sa formation initiale et ce qu'il a fait en matière de business? Je te laisse répondre à la Sachant question. que c'est une référence de ton ancien boss qui est quand même une référence quand même Ah assez oui. intéressante. Ah oui, oui. Carlos Ghosn est quand même polytechnicien de formation. Bon, ça, c'est une chose. Et pas la Polytechnic School of London. Voilà, c'est quelqu'un qui a redressé remarquablement Nissan, qui était au bord de la faillite, et avant qu'il devienne un dommage collatéral, a laissé Nissan avec 20 milliards de fonds propres dans les caisses. Après l'avoir récupéré avec moins 20 millions. C'est quelqu'un qui a fait de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, Lada, etc. le premier constructeur mondial en nombre de véhicules vendus. À un certain moment, on a dépassé la barre des 10 millions, même si le ratio est discutable, mais c'est quand même une performance absolument remarquable. C'est un gars qui est absolument brillant C'est un génie. et qui est un enfant, qui est un enfant de la guerre du Liban. Donc, question résilience, antifragilité, d'ailleurs, qui est de la même nationalité que Taleb, qui est un autre génie dans son domaine à lui. Donc, on parle d'un gars qui est absolument brillant, qui est quelqu'un qui a été, où il y a eu une tentative de le débaucher par la Joli descendance constructeur. d'Henry Ford. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Et se comparer à Carlos Ghosn, je trouve ça absolument grotesque. Non, mais réduire Et, Carlos Ghosn au fait qu'il ne sache c'est- pas monter une aile sur une voiture et changer une roue, et de se justifier de ça, alors qu'au fond, tu vois, c'est tout le problème du livre, c'est qu'il n'y a aucune... Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle ne pourrait pas sortir une merde comme ça, même dans sa phase test. C'est d'un côté, il a raison dans le sens où le patron doit conduire la société. Il a utilisé le terme de vision. On peut faire référence à Simon Sinek qui est passé lui dans les purs sang. Mais d'un autre côté, également d'avoir un détachement sur une société. Mais si tu ne connais rien à la société, ça veut dire que tu es un excellent gestionnaire. Alors là, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais je poursuis. En fait, là, c'est encore mieux que Carlos Ghosn. Là, c'est succulent. J'ai réussi à basculer en tant que visionnaire, ce qui m'a permis de reprendre un second club de sport. Ok, quel type de repreneur êtes-vous actuellement? Et attention, il va falloir s'accrocher sur la référence qui est donnée. Visionnaire en lettres capitales, car vous souhaitez que vos entreprises soient au service de votre vie et non pas être vous-même au service de votre entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec la vision. Ça, c'est être, comment dirais-je, c'est être égoïste. Ça n'a rien à voir avec être visionnaire. Mais attends, c'est pas fini. Attendez. Vous allez maintenant passer au niveau suivant, celui de Bernard Tapie ou Bernard Arnault, et créer un groupe d'entreprises et ainsi être libre de votre temps. Comment peut-on vendre l'idée qu'en suivant sa stratégie, et dites-moi si je me trompe, tu vas devenir le prochain Bernard Arnault qui est, de mon point de vue, ce n'est que mon point de vue, le plus grand entrepreneur français de l'histoire de France. C'est la première fortune du monde. Ouais, mais ce qu'il a fait, c'est absolument brillant. On parle d'un autre polytechnicien, un génie dans son domaine. Avec des Visionnaire à 25 ans. Alors, un vrai visionnaire. Mais donc, si tu suis la stratégie
de reprise d'entreprise et effet de levier de notre ami Pedro, tu vas devenir, en fait, et là c'est marqué, vous voulez maintenant passer au niveau suivant, celui de Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie, à la limite, je veux bien, parce qu'il est déjà disproportionné. Et Bernard Arnault. En fait, tu sais ce qu'il va falloir faire, Hugo, il va falloir que tu lui envoies à l'auteur de ce livre notre podcast, parce qu'en fait, je pense qu'il va découvrir son livre. Parce que pour moi, il est tellement monstrueux de conneries. Mais je me suis engueulé avec son éditeur déjà. Non, mais il est tellement une somme de conneries que soit le gars, c'est un mensonge de A à Z, puisqu'il est quand même entrepreneur depuis 2013. Et il a juste repris une salle de sport. Non, mais attends, c'est déjà pas mal. Non, mais il en a racheté plusieurs. Hein. Mais de là, non, une deuxième, c'est tout. Non, il y en a un peu plus que ça. Et en fait, soit c'est un tissu de mensonges, soit il prend les lecteurs de ce bouquin pour des connards. Excusez-moi du mot, hein. Mais c'est l'un ou l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ben voilà. Mais revenons quand même au livre. Si tu suis sa stratégie... Moi, je pense qu'il faudrait l'envoyer surtout au service juridique de Bernard Arnault. Parce que là, il y a du dénigrement. Si tu suis, c'est une atteinte à l'image, c'est une atteinte à l'excellence. Ou tu l'envoies à ceux à qui il a racheté l'entreprise, parce que là, ils ont largement de quoi se retourner. Donc comprenez bien quand même. Comprenez bien, si vous appliquez sa stratégie, vous allez devenir Bernard Arnault. Vous allez passer au niveau suivant. Alors, c'est marrant, c'est que le niveau suivant, je pense qu'il a oublié 1 milliard de strates entre le niveau stratosphérique. Non, mais c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est pas mal. On passe du gilet jaune qui veut augmenter son pouvoir d'achat comme ça, Bernard. Voilà. Alors là, en termes de sociologie, c'est très intéressant comme écart. Donc, ça plairait à Marx. Hein. À Marx. À Marx. Ah oui. Là, il n'y a pas. Tout à fait. Là, il n'y a pas de barrière dans le livre. Tout est possible. Et attention, là, alors il y a encore une autre contradiction. Donc, gestionnaire en lettres capitales, car vous voulez simplement reprendre une entreprise, vous y investir à 100%. Vous êtes spécialiste dans votre domaine et vous en avez assez d'enrichir votre patron actuel et de développer le patrimoine des autres. Donc en fait, il faut passer. Donc il dit, il est possible de passer de gestionnaire à visionnaire. Mais surtout, en fait, c'est un mépris pour les gestionnaires, parce que revenons en fait à la définition de la vocation de l'entreprise. À quoi sert l'entreprise en fait dans le tissu social ? Je suis sûre que Fouad aura sûrement à redire à ce que je vais citer, mais parce que je n'ai pas fait d'études sociologiques, mais en fait, elle fait fonctionner la société. Elle apporte, elle répond à des services et des besoins des individus, donc elle fait tourner la société. Donc traiter les gestionnaires d'imbéciles demeurés, c'est un mépris total en fait du fonctionnement de la société. Que ça. Je dirais que quelqu'un pour reprendre une entreprise sans compétences et tout ça, comme il le prétend, dans un domaine que tu ne connais pas, tu ne peux le faire que si tu es un gestionnaire redoutable. Redoutable. Dans les cas de reprise en difficulté, qui on envoie ? Il y a 2 gars qui sont, je ne me rappelle plus de leur nom, et j'ai acheté leur bouquin sur la reprise d'entreprise en difficulté. Ce sont des stars de la reprise. T'as un Bernard. Ouais, il y a un Bernard et le deuxième, je ne sais plus, j'ai acheté leur bouquin. Les gars sont des mercenaires. La définition d'un mercenaire, c'est quelqu'un qui est envoyé généralement par une autre personne pour régler un problème. Donc on t'envoie des mercenaires et là on t'explique que tu étais en train de nettoyer les chiottes de ton entreprise et que là tu peux reprendre l'entreprise et que tu n'as pas besoin de la moindre compétence. C'est un peu ce qu'on te demande. Et au mieux, tu étais gestionnaire. Et c'est pas grave parce que tout ce que tu auras à faire, c'est devenir un visionnaire et passer à l'étape Bernard Arnault. On peut avancer un peu parce que là, on est qu'au début. Mais je pense qu'on a couvert l'essentiel. Hein. Parce que tout le reste. Alors, si tu veux qu'on avance. Moi, j'ai envie sur le calcul. Les 4 fausses croyances, mais vas-y. Il y a des parties sur le calcul où. Oui, mais on va y arriver. Il y a des calculs. Alors là, il y a des calculs. Là, c'est de polytechnicien. J'ai dû sortir l'Excel. Hein. Alors attends, tu veux qu'on aborde ça directement ? Oui, j'ai envie qu'on aborde ça parce que ça montre le brouillon. Ça montre le brouillon. Alors comme les calculs démarrent. Je peux vous sortir une pépite avant ça ? Comme les calculs démarrent par la mauvaise formule de l'EBE, autant vous dire que je n'ai pas regardé. Alors moi j'ai regardé. Les pages et les pages de calculs. Je vous sors juste une petite pépite avant. Donc là on est sur une innovation monétaire et financière absolument remarquable. Alors, qu'est-ce que j'ai mis exactement ? On me demande fréquemment comment valoriser une boîte. Et la plupart des personnes pensent que la valorisation est corrélée au chiffre d'affaires. D'entrée de jeu, je vous retire cette fausse croyance. Ça c'est vrai.
Si la boîte réalise 1 million d'euros de chiffre d'affaires, sa valeur de vente n'est pas d'1 million. Donc ça, c'est ce qu'il dit et c'est totalement vrai. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, on est sur un objectif de 400 millions d'euros. Et, pourquoi tu rigoles? Un coup de 50 000 euros, ça fait... Rachetant des kebabs, ça va aller. Alors, un coup de 50 millions d'euros, ça va faire beaucoup d'achats. Donc là, il dit ça, et en même temps, il explique que pour atteindre un patrimoine de 400 millions d'euros, par exemple, qui compartit, donc il y a une ventilation par domaine d'activité stratégique, dont le rachat d'entreprise à hauteur de 100 millions d'euros. Pour atteindre cet objectif, il suffirait, par exemple, de racheter une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en achetant une boîte de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un raisonnement par déduction, on aurait un patrimoine de 100 millions d'euros sur la classe d'actifs rachat d'entreprise. Et donc, 1 euro de patrimoine, 1 euro de chiffre d'affaires, pardon, est égal à 1 euro de patrimoine. Alors qu'il dit le contraire juste avant. Alors qu'il dit le contraire juste avant, c'est complètement débile. Peut-on citer les pages? À quel moment donné, alors Je on veux est sur la vérification. La page 83. Parce qu'il va y avoir du fact-checking. Alors, il y a la page 83 sur... donc, moi, j'ai mis un rappel. Alors, j'ai mis un rappel sur l'analyse du bilan. Pour lui, 1 euro de CA est égal à 1 euro de patrimoine. Donc, je ne sais plus où est la partie non, mais je patrimoine. disais ça en rigolant. Voilà, mais en tout cas... N'achetez pas ce livre, alors, renvoyez-le. attendez, juste une seconde. Là, il faut qu'on pratique ce qu'on appelle en psychologie la suspension du jugement. On arrête tout, on essaie de réfléchir. Vous allez payer 12 500 euros de mastermind à un gars qui écrit que 1 euro de chiffre d'affaires est égal à 1 euro de patrimoine. Alors, autant acheter des industries, des entreprises qui réalisent énormément de chiffre d'affaires avec des marges extrêmement faibles. Mais c'est génial parce qu'en fait, il va racheter un salon de coiffure à 100 000 euros. Il dira, tu auras remboursé 8 fois mon mastermind. Et comme son patrimoine, il le dit tout au début, fait quelques millions d'euros. Oui. Amen. Donc voilà, il y avait ce point qui était absolument succulent. Donc il y a quand même... alors moi, j'avais vu déjà dans ces vidéos, il confond le cessionnaire et le cédant. Il confond un certain nombre d'éléments basiques, les fondamentaux. Et vraiment, là, ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas fini parce qu'il y a un exemple chiffré noir sur blanc qui est carrément faux. On invite les téléspectateurs à prendre un petit bout de papier et un petit clé. Je vais retrouver le truc, mais pour l'instant, je vous laisse continuer à échanger sur d'autres points. Parce que toi, tu l'as lu en diagonale rapidement, quoi. Ah, écoute, ce que je disais il y a la seconde, c'est quand j'ai vu qu'on commence par nous expliquer que le BE est égal au résultat d'exploitation, j'ai dit ok, ça va, c'est bon. J'ai dit c'est bon, je veux dire, mon temps a de la valeur. Je ne vais pas passer une demi-heure à lire des exercices, à essayer de comprendre ces exemples chiffrés qui partent de toute façon d'une absurdité. Alors donc, moi, en fait, ça m'a tellement énervé, je me suis tellement forcé à le lire parce que je vois c'est pas tellement le fait de vendre ou un truc comme ça, c'est normal de vendre. Ce que je trouve dangereux, c'est que ça peut envoyer des gens au casse-pipe, littéralement. Parce que mais c'est très grave. Un crédit vendeur ne veut pas dire... à un moment, il dit dans banqueroute, bon, tant que tu tapes pas dans la caisse, ça va, quoi. Tu vois ce que je me dis finalement, en bout de course, c'est que la réalité va rattraper ces repreneurs en herbe. Qui au départ, partent d'une bonne intention. Ils ont un souhait. En herbe, c'est des gens qui vont croire les paroles de quelqu'un. Oui, mais c'est des gens qui vont sans doute, au-delà d'avoir lu le livre, s'ils passent à l'action et participent au mastermind et aux formations de ce monsieur, vont vouloir avoir un vrai projet de reprise. S'ils passent à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont très vite faire face à un mur, le mur de la réalité. Le cédant va leur dire « Non, mais votre crédit vendeur, j'en ai rien à faire. Vous connaissez rien au secteur? Passez votre chemin. » Oui, mais le mec un peu coquin qui n'arrive pas à fourguer sa société. Eh ben, il va la reprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va pas y arriver. Elle va soit faire faillite, malheureusement. Enfin, la réalité va les rattraper terriblement vite. Oui, mais c'est ça qui est dommage. Parce que dans l'immobilier, tu fais la colocation parce qu'il a un objectif de 100 millions d'euros avec de la love room, de la LCD, de la coloc. Donc ça va en faire de la love room. J'ai retrouvé l'exemple. Alors. Merci Fouad. Le problème comme je disais, le temps que Fouad se prépare, le problème de ça, c'est qu'ils y vont, ils n'ont aucun frein. Ils n'ont aucun frein. Les mecs, on leur dit crédit vendeur, ils oublient qu'ils ont une dette à vendre. Oui, mais en même temps, vendre, regarde, une dette à repayer. À rembourser.
que ce soit la banque ou le cédant, c'est pareil en fait. De toute façon, il faut la payer un jour. Mais Alors, le processus d'acquisition est tellement long. Il faut passer tous les audits, Mais, ah non, l'audit c'est facultatif. Oui, non, mais on le sait, toi Alors, et je moi. peux vous donner. En fait, je pense qu'ils n'arriveront jamais à racheter. Je peux vous donner les chiffres. Je Alors, pense que c'est des formations, ils ne s'adressent qu'à des gens one shot. alors je vais Vas-y. demander votre silence. attention. Là, on a une opération Commando. de haut niveau en termes de Mathématiques. mathématiques. Alors, il rachète une boîte à 530, qui fait 536 000 euros de chiffre d'affaires, ou qu'il a emmené à 536 000 euros. Elle a 40 000 euros de charges fixes mensuelles, donc 480 à l'année. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 40 x 12, 480. Comment? Et 400. attends, c'est pas fini. Elle fait un bénéfice. Alors, ce terme bénéfice, je l'aime pas, c'est résultat avant impôt ou résultat après impôt. Bref, disons que c'était un bénéfice avant impôt pour être sympa. 90 000 euros. Donc, explique-moi comment, Ça fait pas quand on 500. fait 536 moins 480, ça fait combien? Quand tu fait enlèves le chiffre 56. d'affaires, ça fait 56 000 euros. Comment est-ce que tu fais pour faire un bénéfice de 90 000 euros avec un chiffre d'affaires de 536 000 euros et des charges fixes de 480 000 euros par an? Parce que, en fait, ça, c'est une technique. Parce que toi, tu vois les chiffres comme ça, mais il y a une technique de maquillage avec des normes comptables très complexes. C'est de l'ingénierie. C'est pas sérieux. Bernard Tapie le faisait, Bernard Arnault le fait. C'est qu'en fait, on fait croire qu'il y a de l'actif immatériel. Non, je déconne. Non, mais bien sûr, c'est complètement. T'as failli y croire, hein, Fouad. Alors, attendez, je vais vous en donner une. Là, celle-ci, elle a encore. L'anecdote sur Bernard Arnault, c'est quasiment rien à côté. Enfin, c'était quand même monstrueux, mais je vous donne une dernière astuce. Donc, une astuce en opposition avec les stratégies, les tactiques, etc. Je vous donne une astuce pour trouver des deals à 1 euro. C'est-à-dire en redressement judiciaire, un peu comme Bernard Tapie. Il suffit d'aller sur Google et de taper mandataire judiciaire près de chez vous. Vous appelez ces personnes car ce sont elles qui gèrent les liquidations judiciaires. Elles vont vous fournir une data room, c'est un drive avec les informations de chaque affaire en leur possession. Ensuite, à vous de présenter le meilleur dossier pour reprendre ces entreprises en difficulté et conclure une affaire sans sortir d'argent de votre poche. Là, c'est glaçant. Et c'est pour ça que je te dis que malheureusement, ceux qui auront déboursé, c'est combien coûtent les formations? 12 500 euros le mastermind. Une fois qu'ils auront dépensé ça, si vraiment ils passent à l'action, sachant qu'on sait très bien que très peu passent à la vraie action, ils vont se heurter immédiatement à la règle. Enfin, à un moment donné, ils vont les voir. Non, mais tu vas sur Google et C'est juste une tristesse. C'est la première fois que je recommande à des gens de... Non, mais tu vas sur Google, tu mets mandataire judiciaire. Et Non, tu as mais juste à Les sortir gens 1 ne euro de ta comprennent poche. pas, non, mais les gens ne comprennent pas ce qu'est une société à 1 euro. Il y a plein de sociétés à 1 euro, mais si la société elle est chez le mandataire judiciaire, c'est que il y a Elle est de la criblée dette. de dettes. Et généralement, il y a ce qui se passe, c'est un petit apport et une petite recapitalisation après que tu aies rejoint la boîte. Et là, le pire, et c'est là que on voit que c'est des j'allais dire un mot méchant, mais je vais dire quand même, que c'est des abrutis non professionnels. Dans le sens où, lorsque tu vas au tribunal de commerce, tu as des professionnels. Tu passes devant une audience, tu as plusieurs dossiers. Alors, si tu arrives au tribunal de commerce en disant « je suis coiffeur, je veux reprendre l'usine parce qu'elle est à 1 euro et gérer les 200 employés », évite le déplacement, quoi. Alors, évite la recherche sur Google. J'ai une petite perle. Écoute, les garanties à accepter. Le nantissement du titre de la holding. Donc, c'est quoi? Tu crées une holding avec un seul titre et la valeur du titre, généralement, c'est composé d'une division, d'une subdivision en actions, si c'est une SAS, ou bien ce sont des parts sociales, si c'est une... Je m'en souviens, qui Mais avait été, le nantissement du titre de la qui holding. avait été copié. Il ne maîtrise même pas ce qui marque. En fait, du titre de la holding, ça veut rien dire, sauf si... C'est une holding il y a un seul monotitre, titre. c'est une stratégie. C'est de l'innovation juridique, la création juridique, dont je parle régulièrement. Alors, attendez, c'est pas fini. La délégation de bénéfices, de la garantie d'actifs et de passifs, il ne faut jamais descendre en dessous de 25% pour la GAP, garantie d'actifs et passifs. Ouais, mais comment Ça tu veut rien dire, 25% de quoi? Déjà que tu fais pas les audits, comment tu peux faire une attends, garantie active attends, passif c'est sans busy. avoir fait les Attends, audits? alors attention, je sais même pas de quoi. Est-ce qu'il parle de la garantie ou est-ce qu'il plutôt parle ça. de la GAP? Je mais n'ai pas attention. su éclaircir. Attends, En fait, je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il parle de la garantie de la garantie. Ouais, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il met d'autre alors?
Mais ça, il a Alors, pris sur attends, un- c'est succulent, ça aussi. Ça, je pense que ça peut être Alors, juste. comme ça a été mal garantie, raconté. alors j'ai vérifié, comme garantie, il propose le PGE, prêt garanti par l'État. Attendez. Il n'y en a plus. Hein. Voilà, non, mais ça, il n'est c'est pas un- au courant, mais il n'y en a plus de PGE. Alors, c'est ce qu'on appelle un anachronisme en français, je crois. Alors, il a été publié, j'ai regardé. Ce torchon a été publié quand? Entre le Covid et le PGE. Janvier 2023. Donc en janvier 2023, il me semble de mémoire que les PGE, c'est terminé, c'est en 2022. Ils ont été déclenchés en 2020. Donc il faut aller, je veux dire, c'est même pas à jour à la sortie du livre, à la publication. Mais au moins, ça tient. Fais au moins l'effort d'actualiser tes données. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va pas rester plus de temps sur cette merde. C'est- Je suis d'accord, c'est- là, on arrête. Hein. Attends, non, il faut qu'on fasse. Nos pauvres auditeurs attendez. ne vont plus suivre, en fait. Ils Attends. vont nous abandonner avant la fin. Attends, il faut que je regarde quand même. Moi, j'ai mis beaucoup de. Ah oui, donc j'avais trouvé Maquiller la mariée. Moi, je crois que Euh, oui. ma conclusion, ça serait que derrière ce jeu de massacre, c'est manquer de respect à la beauté du rôle de l'entrepreneur. Je crois que nos auditeurs ont dû entendre d'autres podcasts dans cette série qui montrent en fait à quel point l'entrepreneur a des valeurs et une éthique extrêmement développée et que c'est un engagement de total et d'une vie. Et d'écrire ce genre de torchon, c'est un manque de respect profond et ça ne peut que desservir l'auteur. Enfin, c'est juste très triste en fait. Moi, il y a quand même une partie immobilière. J'aimerais quand même dire quelques mots. Ah, je l'ai même pas entamé. moi, je J'étais l'ai tellement lu. content d'être Moi- arrivé à la fin. Moi, je l'ai lu. Moi, j'ai lu tout le bouquin et méthodiquement. Et je dis bien méthodiquement et pas méthodologiquement. Est-ce que tu as appris des méthodiquement. Alors, moi, tu sais que je fonctionne par contre-référence. Donc là, ça m'a fourni un certain nombre de contre-références. Évidemment, il confond rendement et rentabilité comme 99% des gens. Alors là, il y a un truc qui est intéressant. Alors rappelle-le-nous, Je ne vais pas m'amuser. brièvement, en une phrase. Le rendement du capital. Le rendement, alors là, on est sur la partie Ne sois pas immobilière. hésitant. Le rendement, Réponds à la question. le rendement locatif consiste à calculer le rapport entre les loyers et le coût total de revient de l'investissement immobilier. Donc on prend les loyers, on divise par ce que ça a coûté. La rentabilité, en fait, englobe l'entièreté de l'opération au bout d'X années à la revente et prend en compte notamment une composante qui est très importante, la plus ou la moins-value. Donc c'est une différence. Évidemment, il confond les deux éléments. Et derrière, ce n'est pas que de la sémantique. Il y a des stratégies sous-jacentes qui n'ont rien à voir. On peut être victime du biais du rendement, c'est-à-dire qu'on va chasser des rendements élevés et derrière, il y a de la moins-value. On veut la technique. On va laisser... On veut on la va- technique. Attends, je finis. On veut la créativité. Alors, déjà, il confond... Oui, mais ça. Alors, c'est- attends, non, mais il y a un autre truc qui est marrant, c'est que un investisseur long terme, selon sa définition, c'est un investisseur, en fait, qui investit, en fait, en revenus fonciers. Ça n'a rien à voir. Et attends, et le pire, c'est que c'est totalement faux. Celle-là, je l'ai pas Attendez, vue. attends. Moi, j'ai pas lu la partie immobilière. Je suis né avec un scanner, moi. Attends, c'est pas un filtre que j'ai, c'est un tamiseur pour les gens qui font la différence. Attends, c'est pas terminé. Le pire, c'est que c'est l'inverse. Les investisseurs long terme, généralement, détiennent la structure par le biais d'une SCI à l'IS. Donc, c'est exactement l'inverse de la réalité. Donc, ils confondent ça. Et attention, là, on parle d'un gars qui a un objectif de 400 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il serait dans le top 500 challenge des plus grandes Oui. fortunes de France. Même top 250, je pense. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, choisir de préférence la fiscalité LMNP, loueur meublé non professionnel. Allongez votre prêt sur 20 à 25 ans et utilisez des stratégies comme la colocation, la location courte durée ou alors le meublé classique. C'est plus des astuces. C'est complètement... On est passé à la stratégie. Comment? On est passé de l'astuce à la stratégie. Mais c'est complètement débile. C'est complètement incohérent avec... Attends, parler de Bernard... Attends, je peux pas dire ça. Attends, laisse-moi finir. Parler de Bernard Arnault, d'être un visionnaire. Les visionnaires, c'est Charlie Chaplin, c'est Bernard Arnault, c'est Elon Musk. Donc parler de ces gens hors catégorie, on se demande si ce sont des êtres humains. Parler de ces gens-là. Et derrière, te parler de LMNP. Il n'y a pas une contradiction de taille. Ah oui. C'est complètement hilarant. Et j'avais relevé un truc qui était... alors bon, évidemment, ça te parle de cash flow. Après le pouvoir d'achat, on a le cash flow.
Donc, Non, mais on veut reprenez du une cash. boîte pour augmenter votre. votre pouvoir d'achat. Attends, c'est pas fini. J'arrive encore à un autre élément. Alors, le loueur meublé en professionnel, parce que c'est un rappel au cas où tu aurais oublié. Alors, je mets bien, moi, c'est ma notation en fait, objectif de 400 millions d'euros et vénérer le LMNP. C'est à ce jour l'une des meilleures niches fiscales. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à branler du LMNP quand on vise les 400 millions d'euros? Tu vois à quel point lui-même est formaté par le biais fiscal et cette incohérence qui est insupportable. Donc voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il a mis? Alors, il nous parle du régime, parce que tu voulais de la technique, le régime microbique. Ah. Donc le régime microbique, alors qu'est-ce qu'il... Même moi, je le connais pas, tu vois. Le microbique, en fait, c'est un abattement de 50% contre 30% en microfoncier. La raison de ce cadeau fiscal, c'est que l'administration prend en compte le coût de l'ameublement. C'est totalement faux. En fait, c'est dû à l'amortissement comptable et notamment l'usure, non pas du mobilier, mais du bien en lui-même. Donc, c'est qu'un petit détail. Mais ça n'a absolument rien à voir puisque l'amortissement comptable, c'est un peu technique, mais du mobilier est distinct de l'amortissement par composant de l'immeuble en lui-même, dont le gros œuvre. Donc ça, il y a que les spécialistes, enfin les gens qui comprennent, qui font un peu de fiscalité comprendront, mais c'est faux, c'est complètement faux. Quoi d'autre? Alors pour lui, une SCI à l'IR, c'est une SCI familiale. Donc, une SCI. Alors, je rappelle, parce qu'il faut que ce soit instructif quand même, c'est pas un one-man show, hein, c'est quand même une critique. Une SCI familiale est composée des membres d'une famille. Et je vais rajouter un petit bonus, mais ce n'est pas... Pourquoi vous rigolez autant? Non, mais je me permets de corriger, donc. Il aurait pu dire que ça passait, tu vois, sur un certain degré. Une SCI familiale n'est pas une SCI à l'IR. Et en fait, c'est une relation qui est fausse. Une SCI à l'IR peut être une SCI familiale, mais une SCI à l'IR n'est pas systématiquement une SCI familiale. Donc, on peut dire que je pinaille, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que la SCI familiale est la SCI la plus tolérée par les banques. Et c'est ce qu'une banque préfère en SCI, c'est que, si possible, ce soit les membres de la famille. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a encore comme autre connerie? Ouais, mais on va pas toutes les compter parce qu'on est là jusqu'à 3h du mat. Attends. Alors, attends, ce qu'il dit. Donc, il explique aussi que la chasse d'appartement, en fait, dans le jargon des investisseurs, la pige. Non, la pige, en fait, la vraie définition de la pige immobilière, en fait, c'est de récupérer des mandats de vente pour les agences immobilières. C'est pas ça la pige, c'est pas chercher des investissements. La pige, c'est tu es un agent immobilier, tu essaies de faire rentrer des mandats de vente. Bon, après, il y a un certain nombre d'éléments qui sont totalement inefficients. Donc, on va te dire, voilà, visite 40 000 machins et tu auras peut-être une chance de tomber sur une pépite. Et en plus, on ose te parler de stratégie, de temps stratégique. C'est à l'inverse de l'efficience que moi, je pratique. Je bloque les biens à distance, en pyjama, chez moi à Berlin. Donc, il n'y a pas besoin de visiter 15 000. On a fait un épisode d'ailleurs là-dessus. Oui, mais toi, tu fais pas du LMNP et de la stratégie. Non, mais là, on parle de la prospection sur les acquisitions. Quoi d'autre? Bon, il parlait aussi des entreprises en difficulté, machin, chercher un vendeur. Bon, ouais, ça sera tout pour moi parce que il y a tellement à dire. Je pense qu'on a déjà abattu quand même l'essentiel. Alors, tu as aussi, c'est là où je pense que ça n'a pas été écrit par un individu qui maîtrise les règles du français. Non, il y avait le payment et puis tous mes LCD. Alors, LCD, c'est féminin, location, et c'est au pluriel. C'est toutes mes LCD, pas tous mes LCD. Et paye au moins un correcteur d'orthographe. Moi, j'en ai pris 2 pour mon livre. Donc, c'est un budget. J'ai pris un correcteur et j'ai pris le correcteur du correcteur. Donc, on n'est pas obligé d'aller à ce stade-là. Oui, mais là, si tu veux, toi, tu mises sur la forme, lui, il mise sur le fond, sur la stratégie. Oui, c'est ça. Alors là, on n'a ni la forme ni le fond, malheureusement. Bon, on arrête là. Attends, ça c'est pas fini. supplice. Attends, c'est pas fini. Stop, pitié, Attends, pitié, j'en peux. Alors, attendez, écoutez-moi. Là, c'est important. J'utilise également plusieurs fiscalités différentes. Écoutez bien. Là, on a une confusion entre la forme juridique et la fiscalité. J'utilise également, j'espère qu'il n'y a pas des gens comme moi qui seront en capacité de désosser mon livre parce que ça me fait peur un peu. J'utilise également plusieurs fiscalités différentes pour diminuer les risques. Alors déjà, la fiscalité qui diminue les risques. Donc le LMNP, l'MP, ok. Alors déjà, le LMNP, ce n'est pas une fiscalité, c'est un statut de loueur meublé.
et qui est adossé à une fiscalité. Mais ça, on va dire que ça passe. Revenu foncier, les SCI à l'IS, la holding et la SAS. Donc on apprend que la SAS est une fiscalité à part entière. Est-ce que tu savais que la SAS est une fiscalité? Toi qui as fait un... Ah putain, mais attends, j'ai pas eu de... Donc, je regardais par... Tu vois, je regardais par curiosité. Je regardais par curiosité, et c'est ça que je regardais depuis tout à l'heure, en ayant du mal à trouver la liste qui descend. Grosso modo, une fortune de 400 millions d'euros placerait dans les 200e fortunes. D'accord? À ce niveau-là. On a quand même des gens, tu vois, on a Alexandre Laurent et Raphaël Elisha, fortune 400 millions d'euros. Bon, ils n'ont pas le pilier LCD. Qu'est-ce qu'ils ont fait à part ça? The Couples. Ah ouais. 3 enfants du fondateur cotonnier, 80% de leurs griffes, chiffre d'affaires environ 250 millions d'euros, aux belles marges et aux 400 boutiques. C'est... Donc ça se tient quelque part, 1 euro de chiffre d'affaires, 1 euro de patrimoine. Là, on est sur un... Non, là, on est sur une boutique égale 1 million de patrimoine. Attends, c'est pas fini, s'il te plaît. Je vais finir. Alors, il te dit aussi... Rossol. Tu as des informations qui sont assez graves. Parce que tu achèterais un IDR, un immeuble de rapport, personne ne peut t'interdire la location courte durée. Eh bien, c'est faux. Il y a une confusion entre l'interdiction en copropriété et l'interdiction réglementaire. On va pas reprendre toutes ces merdes, il faudrait réécrire tout le livre. L'État n'a rien à branler que ce soit en monopropriété. Une règle, elle s'applique à tout le monde. Simplement, c'est une interdiction supplémentaire, le règlement de copropriété qui t'interdit l'exploitation en location courte durée, et la réglementation quasiment étatique. Donc, acheter un immeuble en monopropriété ne va pas te protéger de la réglementation de l'État. Donc tu vois, tu as quand même des conneries quand même qui sont quand même assez dangereuses. Oui, non, mais j'ai pas lu, moi. Oui, mais moi, j'ai lu. Je pense qu'il faut... voilà, après, tu as les biais du cash flow. Voilà, je l'ai remis, on retrouve encore... Alors, attends, il y a un truc que j'ai mis, c'est exactement l'inverse. Ah oui, ça, c'est magnifique, ça. Écoutez bien. La location meublée longue durée, écoutez bien. Le bien se dégrade moins vite qu'en location nue, car il y a plus de turnover. Donc écoutez bien. C'est faux. Oui, mais c'est exactement l'inverse, écoutez bien. Exactement. Le turnover, c'est-à-dire le fait que... Je peux en témoigner. Ben oui, mais c'est logique. Je t'avais dit de faire une love room. Donc, attends, écoutez, le fait d'avoir d'incessants passages des locataires qui n'en ont rien à foutre de votre bien. Donc, vous faites par exemple 30 nuits. C'est un exemple extrême. Sur 30 nuits, sur 30 jours. Donc, le fait qu'il y ait... incessamment des va-et-vient, donc du turnover, votre bien se dégraderait moins vite qu'en location nue, où là, on a des gens qui sont installés à l'année. Mais comment peut-on écrire ça? Ça dépend. Ça tombe même pas sous le bon sens. Ça dépend s'il y a location longue, ils mettent la bétonnière. Attendez. Ça ne veut rien dire. Alors, j'ai mis quoi d'autre? Tu vois que j'essaie de me concentrer pour ça sent l'expérience. Ça sent l'expérience, tu vois. De dire qu'en location longue durée, ça abîme plus que la location courte durée, ça cache une expérience. Ça se sent que c'est... Alors, la location courte durée ou saisonnière. Oh putain. On peut récupérer le bien. Attends, on peut récupérer le bien quand nous le désirons. Et celui-ci se dégrade beaucoup moins vite que tous les autres modes d'exploitation. Fouad, je mets, attends. Alors là, attendez, il met dans un investissement. On est censé faire l'extraction de valeur. Non, mais là, il n'y a aucune extraction de valeur. Alors arrête-toi, alors, justement. Je crois que t'as pas... Arrête-toi. Attendez, On est presque. S'il vous plaît, attendez. Là, on a aussi un truc là qui est... Alors ça, c'est le pompon. L'investissement dans les mobilhomes. Les investissements dans les mobilhomes. Alors, je ne sais pas si tu t'adresses... Heureusement, il nous a évité les parkings parce qu'il en parle aussi. Il y a les parkings. Oui, je sais, mais il nous les a sautés. Non, n'y retourne pas, surtout. Non, mais attention. Non, c'est pas marche arrière. Attendez, c'est pas fini. Pour augmenter le rendement, la rentabilité de ton bien... C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à avoir grand. Mais c'est pas terminé. Attendez, une astuce superbe. Ah, une autre astuce. On parlait... Attendez, c'est une superbe astuce. Qui parlait déjà dans un podcast de l'apport du confort psychique? Ah oui, c'est Morgan Roussel dans la psychologie de l'argent, et il introduit un critère que intuitivement j'avais compris, c'est l'apport, le confort psychique que t'apporte ta résidence principale. Et lui, il te dit une option idéale pour optimiser sa résidence principale, se faire la main en location courte durée et arrondir ses fins de mois. Donc en fait, plusieurs stratégies sont possibles.
soit vous avez une chambre libre que vous louez à la nuit. Donc, tu es dans ta résidence principale et tu vas aller faire de l'hôtellerie clandestine en louant une chambre. Soit vous louez votre logement complet. Rappelle-moi le prix du livre. Non, je sais même plus, mais c'est trop cher. Ah, mais Heureusement, je ne l'ai pas acheté. Moi, Hugo me l'a prêté. J'ai refusé. Dans les deux cas, vous êtes certain de pouvoir payer des vacances chaque année grâce à cette méthode. Ben oui, puisque On dirait un truc du téléachat. on est dans la logique de l'augmentation du pouvoir d'achat, donc c'est normal. Non, mais allez, c'est horrible. Je pense que... Fais-nous la conclusion, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah oui, il y a un truc aussi. Non, le lance pas. Non, mais ça c'est génial. Cette merde des... Non, c'est génial. Non, il y a un truc, s'il vous plaît. Là, c'est l'esprit critique. Je le fais avec bienveillance. N'utilisez jamais. Pas fait avec non, bienveillance. mais n'utilisez jamais cette expression que je trouve insupportable et je peux vous en démontrer la pertinence. D'ailleurs, c'est l'introduction d'un podcast numéro 1 en France et c'est là que je vois que ça manque de caractère et d'originalité. Fais des phrases courtes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors déjà, quand tu es une personnalité originale, tu ne cherches pas à être la moyenne de quoi que ce soit, tu cherches à être un écart type. Un écart type est un élément qui s'écarte radicalement de la moyenne. Donc la moyenne des 5 personnes, non. Sois original, pense par toi-même et ne tombe pas en fait dans les pièges de ce livre qui sont... c'est bon, je pense que j'ai apporté un certain à la poubelle. Foule à la poubelle. Non mais j'ai même pas envie dans le panier. J'ai même pas envie de prendre le risque d'avoir une surcharge bagage avec ça dans cet avion. Je sais pas ce que je veux en faire. J'allais proposer de se torcher avec, mais le papier est beaucoup trop épais malheureusement. Ça risque de faire des coupures. Non mais allez, voilà, conclue. Alors c'était Fouad Berlin pour vous apporter du discernement qui potentiellement peut vous sauver la vie. En tout cas, votre vie économique et vous éviter une banqueroute et surtout éviter... Alors, non, mais trêve de plaisanterie, vraiment... Non, ne reprends pas le livre. Non, trêve de plaisanterie, vraiment, s'il vous plaît. Si vous voulez racheter une entreprise, formez-vous avec des gens sérieux. Ouais, mais qui ? Alors, il n'y a pas d'offre sur le marché. Donc, moi, je n'arrête pas de dire à Hugo, s'il te plaît, essaye de nous sortir quelque chose ou sortons quelque chose. Formez-vous avec des gens sérieux. Allez, on va se taper le dénigrement et concurrence déloyale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ne reprenez pas d'entreprise comme ça, comme des vendeurs à la sauvette ou des acheteurs compulsifs. C'est très complexe, c'est très sérieux. Il suffit de faire un coup pour s'enrichir. Et en faisant 3 petits coups, vous enrichirez moins et vous aurez beaucoup plus de chances d'échec. Donc voilà, en fait, ce que j'avais à dire tout simplement, c'est que faites attention, c'est un sujet très sérieux. Pensez aux salariés, pensez aux parties prenantes, pensez aux dommages collatéraux et en tout cas... Pensez à votre pouvoir d'achat. Oui, non, mais si tu veux augmenter ton pouvoir d'achat, fais des heures supplémentaires, ça sera plus simple et moins dangereux. Comment il le disait dans The Gambler ? Non, je veux pas. Quand il n'a pas trop de choix, en fait, quand il cherche de l'argent, il lui dit mais pourquoi ? Il dit j'ai pas trop de choix. Puis il lui dit bon, tu me mettras ça, je vais pas. Madeleine ? J'espère que j'aurai le bonheur la prochaine fois que vous m'aurez invité à lire autre chose. En tout cas, moi j'ai bien sur ri. un sujet. Ah, pour rire, j'ai ça ri. fait longtemps que j'ai pas. Mais... On en a ri aux éclats. On en a ri aux éclats. Mais s'il vous plaît, invitez-moi sur un sujet sérieux la prochaine fois. On a fait elle nous recommande l'effectuation et on lui fait dire cette merde. Bah oui, voilà. Elle est généreuse. Merci en tout cas. Bon, c'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour m'occuper de la technique et pas avoir à reprendre ce livre.